Le cow-boy avait reçu 5 coups de lame en protégeant la femme apache, et lorsqu'il reprit conscience, 3 femmes se tenaient près de lui. Merritt Hale était dans les hauteurs bien avant l'aube, vérifiant ses pièges avant que le temps ne tourne. Il avançait avec la concentration silencieuse d'un homme habitué à survivre seul, non par choix, mais parce que les pertes de sa vie avaient rendu le silence plus supportable que les mots. À 39 ans, il portait un passé dont il ne parlait jamais. Sa femme et son fils avaient succombé à une fièvre 6 hivers plus tôt, dans une petite colonie à l'est de la chaîne de San Juan. Après les avoir enterrés, il avait abandonné la ville, les tombes et ce qu'il restait de son ancien nom. Depuis, il vivait de troc, de piégeage et de solitude, quelque part près de la frontière du Nouveau-Mexique. Ce jour-là, il ne cherchait aucune histoire, seulement récupérer ses derniers pièges avant la neige et regagner sa cabane. La terre autour de lui était sèche, les lits de ruisseaux réduits à de la boue pâle. Les bêtes s'étaient déjà retirées dans les bois épais. Sa côte mâle ressoudée lui rappelait un vieux accident, et sa veste sentait encore le pain brûlé à force de la réparer. Il ne pensait qu'à la distance qui lui restait à parcourir lorsqu'il entendit un bruit, une respiration coupée, des pas glissant sur la roche, un son humain, bref, étouffé, chargé de peur. Il immobilisa son cheval, descendit sans hésiter et se dirigea vers le ravin en restant bas, fusil en main. Dans le lit asséché du ruisseau, 3 hommes blancs entouraient une jeune femme apache, dos au rocher, robe déchirée, lèvres gonflées. Il comprit aussitôt, elle avait été frappée et piégée. Il ne connaissait pas son nom, ni d'où elle venait, mais il reconnut ce regard qui tente de rester digne quand la peur pourrait aggraver la situation. Il ne parla pas. Il tira. Le premier homme tomba avant même que les 2 autres ne réagissent. Le second, celui qui tenait la femme, tenta de dégainer son couteau, mais Merritt l'assomma d'un coup sec de la crosse du fusil. Le troisième se jeta sur lui et le blessa au flanc. La brûlure du couteau traversa son manteau. Merritt pivota et frappa encore. L'homme recula, mais parvint à lui entailler le côté une 2e fois. Celui à la mâchoire brisée, rampant au sol, réussit encore un mouvement aveugle et ouvrit une nouvelle plaie dans le dos de Merritt, qui le neutralisa d'un dernier coup. Le dernier assaillant, paniqué, donna un 5e coup sous les côtes avant de s'enfuir. La vue de Merritt se troubla. Il posa un genou au sol, sentant la chaleur du sang sous ses doigts. Il comprit sans panique, simplement comme un constat, que 5 entailles était peut-être la limite de sa chance. La femme s'approcha aussitôt. De près, il vit la poussière sur ses joues, le bleu sous son œil, l'étoffe arrachée qui glissait de son épaule. Elle n'essaya pas de couvrir sa tenue déchirée. Elle se concentra uniquement sur ses blessures. Sans un mot, elle plaqua sa main sur son flanc pour comprimer le sang. Lorsqu'il tenta de se lever, ses jambes fléchirent. Elle passa son bras sous le sien, déterminée malgré sa taille, et l'entraîna vers la crête. Après quelques pas seulement, tout devint flou pour Merritt. Il sentit son poids basculer, la terre se dérober, puis le noir complet. Les montures étaient encore attachées près du ruisseau, un endroit dangereux si un animal sauvage ou un voyageur tombait dessus. Un silence incertain s'était installé jusqu'à ce que Ta parle enfin, la voix tremblante, pour lui demander s'il allait les chasser maintenant qu'il avait repris conscience. Elle s'attendait à ce qu'il réclame son abri, comme d'autres l'avaient fait avant. Merritt, souffrant mais lucide, répondit calmement que s'il avait voulu les mettre dehors, il ne les aurait jamais tirés du ravin. Ce simple aveu fit retomber la tension. Même Sana, qui observait tout sans bouger, relâcha légèrement ses épaules. Avant qu'elle ne pose la question, il expliqua pourquoi il avait risqué sa vie. Il avait déjà vu une scène semblable autrefois et n'avait pas pu intervenir, il refusait de laisser la même chose se reproduire. Pourtant, la situation restait critique. Il était blessé, l'abri à moitié effondré, et tout autour, la zone restait dangereuse. Il leur fallait de l'eau, du bois, de la nourriture et un toit plus sûr. Si des hommes passaient et trouvaient des traces de lutte, ils remonteraient le sang, les empreintes, tout ce qui marquait le sol. Merritt demanda à Sana d'où elle l'avait tiré. Elle indiqua le lit d'un cours d'eau à quelques crêtes de là. S'il avait perdu du sang jusqu'ici, la piste serait facile à suivre. Ah oui, il avait compris aussi. Le jour montait à peine et lui, malgré la douleur, savait qu'il devait gagner du temps, stopper le saignement, avancer avant ceux qui pourraient venir. Il confia des tâches simples. Sana devait recoudre et porter l'eau, Aoui suivre les pistes, Ta cuisiner si elle trouvait de quoi faire.
Puis, malgré sa faiblesse, il leur proposa un marché. Il possédait une cabane isolée dans le bassin, à une demi-journée de marche si la neige ne tombait pas trop vite, un endroit solide et approvisionné. S'il l'aidait à y parvenir, elle pourrait y rester tant qu'elle le souhaitait, sous sa protection. Sana resta prudente, habituée aux promesses qui se retournent, mais elle sentit qu'il disait vrai. Avant que l'une d'elles ne réponde, Merit ajouta qu'il ne ferait pas le trajet seul. S'il tombait, il ne survivrait pas. Elles échangèrent un regard. Elle n'était pas en sécurité seule non plus. Sana demanda où se trouvait sa monture et son mulet, puis décida de ce qu'elle devait faire. Une partirait récupérer les animaux, une resterait surveiller la crête, la dernière préparait l'eau et les bandages. Une fois Aoi étant partie, un froid plus vif entra par l'ouverture. Merit, les yeux clos un instant pour maîtriser la douleur, demanda à Sana d'où elle venait. Elle lui raconta qu'elles avaient fui les montagnes depuis une attaque menée par des soldats et des hommes des mines, se retrouvant dispersés, sans famille ni camp prêt à accepter des femmes seules. Il comprit alors le poids de leur errance. Il lui expliqua que sa cabane était simple mais solide et qu'il ne laissait plus personne à la merci des charognards. Un bruit les alerta, puis Aoi revint, ramenant le cheval et le mulet. Les traces qu'elle avait vues près du ravin indiquaient la présence de 3 cavaliers passés récemment. Le temps se couvrait, la neige approchait. Ils préparèrent tout pour partir avant l'aube. Les quelques heures suivantes furent consacrées au pansement, au tri des outils, à la récupération de viande séchée et de biscuits. Sana resserra encore une fois le bandage autour de ses côtes. À la tombée de la nuit, elle demanda si quelqu'un les attendait là-haut. Merit répondit qu'il n'avait personne à prévenir, que la cabane n'abritait que lui. Cela dissipa leur dernière crainte, elles n'entraient pas dans un foyer où quelqu'un les mettrait dehors. À la première lueur grise du matin, ils quittèrent l'abri. Merit tenta de marcher seul. 2 pas suffirent à montrer qu'il tiendrait debout, mais pas longtemps. Aoi prépara la corde qui tirerait les charges, le bâtiment étant trop lourd pour ses blessures. Ils avancèrent lentement par un sentier rocailleux pour éviter de laisser des traces trop visibles. Sana le soutenait lorsqu'il fléchissait. De temps à autre, il s'appuyait sur le mulet. Derrière eux, Sana effaçait les traces de sang encore humides. Quand il voulut lui donner l'ordre de continuer sans lui s'il tombait, elle répondit simplement qu'il ne l'abandonnerait pas tant qu'il respirerait. Le paysage changea, moins de roches, plus de pins, des herbes sèches. Tahosa lui demandait si sa femme était morte. Il répondit sans s'arrêter, elle et son fils aussi. Plus loin, ils trouvèrent un ruisseau. Aoi vérifia que seules des traces de daim y passaient. Sana resserra encore ses bandages et il détourna le regard quand le tissu déchiré de sa robe glissa un instant. Peu avant le bassin, il expliqua que la cabane était construite contre une élévation, invisible à distance et protégée du vent. La neige commençait à tomber. En observant le relief, il estimait qu'un homme blessé qu'il avait affronté la veille n'aurait pas pu prévenir ses compagnons rapidement. 2 des agresseurs étaient déjà morts, le 3e probablement incapable de tenir longtemps. Si quelqu'un venait malgré tout, il serait prêt. Le groupe continua à descendre vers le bassin, entre les pins, les rochers et les premières traces de neige qui accrochaient le sol. Sana ne discuta pas. Elle se leva et se dirigea vers le petit bassin près des étagères. Elle versa de l'eau d'un cruche en terre et nettoya le sang sur ses bras et sa clavicule. L'encolure déchirée de sa robe s'écarta largement lorsqu'elle se pencha au-dessus du bassin. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle releva le tissu pour se couvrir, non par peur, mais parce qu'elle n'était plus dehors, exposée au vent et à la poussière. Merit ne la dévisagea pas, mais il remarqua le changement. Le tissu tenait à peine autour de son épaule là où les coutures avaient cédé. Il se souvint des femmes des colonies qui se retournaient ou se couvraient rapidement en présence d'hommes. Sana, elle, ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle bougeait comme quelqu'un habitué à être vu et ignoré à la fois. Ils mangèrent en silence, faisant tremper la viande séchée dans l'eau chaude. Une tasse de café de blé passa entre eux, accompagnée d'un biscuit chacun. Ce n'était pas beaucoup, mais personne ne se plaignit. Tandis que le feu réchauffait la pièce, les paupières de Théa s'alourdissaient. Aoi vérifia ses blessures, des ecchymoses anciennes sur les côtes et une égratignure sur la hanche datant de sa chute quelques jours plus tôt. Certains auraient pu se demander si Théa était la plus jeune ou si elle avait encore une famille. Aoi répondit calmement et sans émotion. Son frère avait été vendu pour des chevaux le printemps dernier, sa mère emmenée au fort des années auparavant, et elle avait été laissée seule. Théa ne leva pas la tête.
Sana lui jeta un bref regard, puis retourna au feu. Mérite ne dit rien, serrant la mâchoire. Il finit par se lever, appuyant une main sur la table. La douleur lui coupa le souffle, mais il tint bon. À la première lumière, nous vérifions la crête. S'il n'y a personne derrière nous, nous créerons un sentier derrière la cabane pour apporter du bois et de l'eau pour 3 jours. Aoui demanda, et si des hommes viennent? Il croisa son regard. Alors ils ne repartiront pas, les mots étaient calmes, sans fierté, mais lourds de sens. Avant que chacun ne se couche, il souleva une planche du plancher dans le coin, révélant une caisse cachée avec toile, cartouches supplémentaires, un couteau de rechange, une bourse de sel et des bandes d'écorce de bouleau pour allumer le feu. Il disposa les provisions sur la table. « Tu m'avais demandé pourquoi je t'aidais, dit-il à SAW. La dernière fois où je n'ai pas aidé, ça a coûté plus d'une vie. Je ne laisserai pas cela se reproduire. » Il n'expliqua pas davantage. Dehors, la neige tombait plus fort sur le toit, tandis que le feu à l'intérieur restait stable. Pour la première fois depuis le lit du ruisseau, personne n'était exposé au sol ouvert. Qu'ils aient confiance ou non, la survie était passée du hasard au choix. Ils dormaient à tour de rôle. Aucun ne faisait entièrement confiance au sommeil, encore hanté par la rivière, l'homme qui avait fui et le froid pouvant rendre une blessure mortelle d'un matin à l'autre. Et prit le premier tour de garde, assise sur un tabouret, le fusil de Mérite sur ses genoux. Il lui avait montré comment l'utiliser en 3 étapes simples. Manipuler le levier, viser, respirer. Elle le prit en main avec prudence, connaissant la puissance de l'arme sans être experte. Mérite ne dormit guère. Le feu s'affaiblissait et chaque rafale de vent traversant le toit le réveillait. Le courant d'air au sol traversait la couverture. Ses côtes pulsaient, mais ce n'était pas la douleur qui le maintenait en alerte, c'était l'habitude, des années à voyager et protéger son dos. Vers l'aube, Aoui réveilla Sana pour qu'elle prenne son tour. Théa dormait profondément, recouverte jusqu'au menton. Sana attisa doucement les braises et inspecta l'extérieur à travers les volets. La neige avait recouvert les traces potentielles laissées derrière eux. Mérite observait de sa position, immobile et silencieux. Sana versa un peu d'eau dans une tasse et la posa près de lui. Il but la moitié avant de parler. « Dès qu'il fera jour, je vérifierai la crête au-dessus de la cabane. »« Tu saignes si tu montes, dit-elle simplement. »« Je prendrai la pente derrière la cheminée, répondit-il. Un instant de silence, puis elle hocha la tête. Aoui resta en face de lui, toujours le fusil en main. Elle demanda enfin ce que beaucoup se seraient demandé, « Tu penses que l'homme de la rivière a survécu ?» Mérite se frotta le côté. S'il l'a fait, il est avec d'autres. Sinon, c'est fini. Sana posa la question plus difficile. S'ils viennent ici, que font-ils? Ils prennent ce qu'ils veulent, répondit-il sans fléchir. Pareil qu'avant, où ils tirent pour faire un exemple. Ces mots ne laissèrent aucun doute. À la première lumière, il se leva à nouveau. Sana fixa une deuxième bande de tissu sur son dos pour maintenir le pansement. Son manteau était rigide mais chaud. Il reprit son fusil et vérifia le chargeur avant de sortir. La neige atteignait ses bottes mais n'avait pas accumulé contre les murs. Le ciel était bas, pâle, à moitié caché derrière les nuages. Ses pas ralentirent à cause de la douleur dans ses côtes, mais il continua. Sana observa jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. À l'intérieur, Aoui revérifia les provisions. Théa balayait le sol avec une branche de pin. Elle ne faisait pas entièrement confiance à la cabane ni à l'homme, mais les murs étaient solides et il avait saigné pour elle sans rien demander en retour. Théa exprima enfin son inquiétude. « S'ils viennent et disent que tu nous as volés ou échangés ?» Aoui ne réagit pas, « Qu'ils le disent, » répondit-elle. Sana ajouta, « Nous décidons qu'en partir si quelque chose arrive. » Pas eux. Les mots n'étaient pas bravaches mais forgés par des mois de choix entre faim, froid et hommes qui considéraient les femmes comme des objets. Mérite grimpa la crête, scrutant le bassin, le sentier parcouru la veille et le méandre du ruisseau asséché. Aucun signe récent de passage. Il attendit pour être sûr. Sa respiration se fit haletante, il pressa sa main contre ses côtes. La douleur signifiait qu'il était vivant. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à la source sous la glace pour remplir sa petite louche de cuivre. L'eau froide calmait le martèlement de sa tête. À l'intérieur, il posa le fusil contre la porte et s'assit.
Sana vérifia son pansement, un peu de sang avait coulé mais rien de sérieux. Aoi demanda, personne près d'ici? Non, pas encore. Les traces sont couvertes. Le feu brûlait doucement, et la cabine devint un lieu sûr. Merit et les femmes commencèrent à organiser les provisions, réparer les vêtements et assurer leur sécurité. Chacune trouvait sa place. Théa surveillait, Aoi coupait du bois, Sana s'occupait du feu et des blessures. Merit enseigna, observa et protégea sans imposer. Petit à petit, la confiance et la routine s'installèrent. Quand ils durent retourner au ruisseau pour couvrir les corps, ils le firent avec calme et méthode, cachant les traces. Personne ne parlait plus de partir, ils avaient choisi de rester. La cabane n'était plus un simple abri, mais leur refuge. Le froid et la neige ne les effrayaient plus, et chacun savait désormais que la sécurité dépendait de leur coopération et de leur courage, non du hasard. Le jour suivant, le ciel pâle et la neige persistante n'étaient plus une menace, mais un décor sur lequel s'érigeait leur survie commune. Merit, Sana, Aoi et Théa formaient désormais un groupe uni par les épreuves, prenant leurs décisions ensemble, chacun respectant les limites et les forces des autres. Le futur n'était plus vide. Il appartenait à ceux qui avaient choisi de se protéger et de protéger les leurs. Les jours suivants, la cabane devint un véritable refuge. Merit vérifia chaque matin le bois et l'eau, tandis que Sana s'assurait que chacun restait en sécurité et au chaud. Théa se déplaçait avec plus d'assurance, portant des vêtements qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, et Aoi continuait de couper et ranger le bois, ses gestes précis et rapides montrant son expérience passée. Les routines se stabilisèrent. Le petit déjeuner préparé ensemble, le feu entretenu, le nettoyage du sol, et le contrôle des abords pour repérer toute trace de passage. Chacun avait sa place, et la confiance grandissait avec les jours. Lorsque la neige cessait de tomber, Merit explorait le terrain autour de la cabane pour vérifier les traces ou les dangers potentiels. Sana l'accompagnait parfois, surveillant la nature et les alentours. Théa restait souvent près du feu, apprenant des autres et gagnant en courage. Aoi veillait à ce que tout reste organisé et sûr, anticipant les besoins du groupe. Petit à petit, ce lieu autrefois solitaire prit vie. Le feu crépitait, les provisions étaient sécurisées et les 4 personnes partageaient des tâches, des responsabilités et un sentiment d'appartenance. La peur et l'incertitude laissaient place à l'entraide et à la protection mutuelle. Le passé, avec ses pertes et ses blessures, restait présent dans leurs souvenirs, mais le futur devenait quelque chose qu'ils pouvaient façonner eux-mêmes. Chaque action, chaque choix, chaque décision consolidait leur survie et leur unité. La cabane n'était plus seulement un abri temporaire, elle était devenue leur maison, leur lieu sûr, où personne ne pouvait les chasser sans affrontement. Les après-midi, quand le vent se calmait et que la neige brillait doucement à l'extérieur, Merit enseignait aux femmes comment manier les outils, préparer le bois ou vérifier les pièges éventuels. Sana et Théa écoutaient attentivement, apprenant les gestes nécessaires pour survivre dans cet environnement difficile. Aoi, toujours vigilante, observait et corrigeait quand il le fallait. Ensemble, ils formaient une communauté soudée, construite sur la confiance, le respect et l'expérience partagée. Chaque soir, lorsque le vent soufflait sur la cabane et que la neige recouvrait le sol, chacun se retrouvait près du feu. Les blessures étaient soignées, les vêtements séchés et la sécurité assurée. Les silences n'étaient plus pesants, mais remplis d'une compréhension tacite. Chacun savait que sa vie dépendait des autres et que la protection mutuelle était essentielle. Les discussions étaient calmes, mesurées, mais toujours présentes, unissant le groupe dans une routine rassurante. La cabane, simple mais solide, devint un symbole de résilience et de solidarité. Merit, Sana, Aoi et Théa savaient désormais que leur survie dépendait de la collaboration, de l'attention aux détails et de la capacité à anticiper les dangers. Ce lieu, isolé du reste du monde, leur permettait de reprendre le contrôle sur leur destin. Chaque décision, chaque geste, chaque regard partagé renforçait le sentiment qu'ils n'étaient plus seuls et vulnérables, mais qu'ensemble, ils pouvaient affronter les défis et protéger ce qu'ils avaient bâti. Les semaines suivantes, la cabane devint un véritable foyer pour les 4 survivants. Les routines s'affermirent. Merit surveillait les alentours et préparait le bois, Sana entretenait le feu et soignait les blessures, Aoi rangeait et répartissait les provisions, et Théa apprenait chaque jour à se débrouiller, gagnant en assurance et en force. Le froid et la neige ne leur faisaient plus peur. Au contraire, ils leur rappelaient l'importance de rester unis et vigilants. Chaque matin, ils vérifiaient les traces dans la neige et les signes de passage éventuels. Lorsqu'il n'y avait aucun danger,
Mérite montrait aux femmes comment manipuler les outils, sécuriser la cabane et préparer les ressources pour plusieurs jours. Sana et Théa écoutaient attentivement et exécutaient les gestes avec soin, tandis qu'Aoi supervisait et corrigeait les erreurs. Ensemble, ils formaient un groupe efficace, organisé et déterminé à survivre dans cet environnement hostile. Au fil du temps, le lieu se transforma. Les meubles étaient rangés, les couvertures sèches et les provisions bien stockées. Les soirées autour du feu devinrent un moment de partage, de repos et de sécurité. Les silences n'étaient plus pesants mais rassurants. Chacun savait que sa vie dépendait de l'autre et que la protection mutuelle était essentielle. Les conversations, rares mais précises, consolidaient leur cohésion et renforçaient le sentiment d'appartenance à ce refuge. Le passé, avec ses blessures et ses pertes, restait présent dans leur mémoire, mais le futur était désormais entre leurs mains. Chaque décision, chaque geste, chaque choix renforçait leur survie et leur unité. La cabane, simple mais solide, devint le symbole de leur résilience et de leur détermination. Mérite, Sana, Aoi et Théa savaient qu'ensemble, ils pouvaient protéger ce qu'ils avaient construit et faire face aux dangers de l'extérieur. Et pour la première fois depuis leur rencontre, chacun sentit que la peur avait reculé. Le vent et la neige n'étaient plus des ennemis mais des éléments à maîtriser, des signes de la réalité qu'ils partageaient et contrôlaient ensemble. La cabane n'était plus seulement un abri temporaire, mais un foyer où ils pouvaient décider de leur vie, de leurs choix et de leur avenir. Ils avaient transformé l'incertitude en force, la solitude en solidarité et le danger en vigilance partagée. Leur vie continuait, chaque jour un peu plus stable, chaque nuit un peu plus sûre. Et dans ce petit refuge isolé, ils avaient trouvé ce que chacun cherchait, la sécurité, la confiance et la possibilité de reconstruire, pas à pas, leur monde. Para se proteger, só que a gente continua tomando do gás. Porque o gás gruda em você e você passa para as outras pessoas como se fosse gripe. Mas contaminou? Contaminou ali na hora, mas depois dissipou Meu tudo. Deus! Que bonitinha! Que coisinha mais bonitinha, fofinha! Que coisinha mais fofa, minha Que fofo, filha! É muito bom! É. É muito coisinha fofinho! mais linda, filha! É a coisa Agora mais você tá bonitinha. prontinha. Pena que se o gás pega no braço dela, ela continua infectada, né? Não é verdade? Mas a estética foi tudo, eu gostei. Porque não é só respiratório, né? E vocês liberaram ele da onde? Não, a gente tava cavocando a pedra do 61 lá e o céu ficou vermelho. E foi logo depois que a gente recebeu uma mensagem de rádio do Phelps. E aí eu falei, caralho, será que essa onda de rádio ativou as cápsulas? Porque as cápsulas são ativadas por onda de rádio. Aí nisso o céu ficou vermelho, a gente começou a sentir um choque. E eu falei, filha, vamos pro domo. A gente foi pro domo. E aí eu botei a pedra de Rubrânia no lugar dela, liguei os negócios tudo, preparei o domo. E a gente continuou tomando uns choquezinhos, assim.